Bienvenue dans la partie la plus sombre de mon libre âme. La série rouge vous proposera des textes durs, cruels, mais aussi sombres. Ce sont des histoires qui comportent leur lot de choses que l'on préférait ne pas entendre. Si vous êtes une âme sensible, je vous recommande sincèrement de passer votre chemin. Dans le cas contraire, je ne peux que vous souhaiter une bonne écoute. Madame. Certains ne prennent plus la peine d'observer les autres. Ils vivent dans des bulles qui n'éclatent que pour cracher des insultes, des idées trop personnelles et imperméables à la pensée d'autrui. C'était un jour d'automne un peu brumeux, de ceux qui laissent le corps glacé par l'épaisse brume dans la ville. L'air devant le bureau était insupportable, mais le vent qui ne tarda pas à emporter d'une grande bourrasque les cadavres de feuilles glaça le dos de Célestin. Son portable vibra doucement. Il lut d'un bref coup d'œil le message de Léo, lui demandant pour la 50e fois de la journée s'il terminait le travail à 18 heures et non pas à 19 heures. Il répondit brièvement que oui, avant de ranger son portable. La ville était aussi étouffante que dans ses souvenirs. Ce n'était pas une nouveauté pour lui. Mais chaque soir, il se surprenait à penser toujours cela. Ses amis lui avaient dit qu'avec le temps, ce sentiment finirait par disparaître. Mais à contrario de leur discours, ce sentiment s'était renforcé. La rue était vide, ce n'était pas étonnant. Les rues par ce temps n'étaient jamais vraiment bondées. Célestin replaça une mèche plus longue que les autres qui venait de s'échapper de son bonnet. Sa vision ainsi restaurée, il pouvait voir la bouche de métro devant lui. Quand il voyait les entrées de métro, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ces vieux cours d'histoire de l'art. Certains grands architectes comme Guimard avaient dessiné les entrées ou les sorties du métro. Mais ce n'était pas tout leur cas. Celle qui lui faisait face semblait être la canalisation métallique et pavée qui menait directement en enfer. Il referma son manteau et prit soin d'enfiler son casque, pas forcément pour se prémunir du froid, mais plutôt par réflexe et mécanique de défense. Il entama sa descente dans les escaliers qui menaient au couloir labyrinthique des stations. Le métro, c'était un monde dans le monde lui-même, un écosystème qui disposait de ses règles, mais aussi de son propre équilibre. Il remarqua le même SDF qui demandait toujours la bonté des autres avec la même pancarte. Il observa aussi les fraudeurs qui auraient eu tout à fait leur place dans un cirque tant leur corps se contorsionnait aisément. Il y avait toujours les mêmes stéréotypes. L'homme d'affaires qui semblait disposer de plusieurs dizaines de téléphones, et le tout avec cet étrange et long manteau marron. La jeune femme pressée qui lançait des regards insistants à son portable. Venaient alors bien d'autres personnages atypiques. Les musiciens d'une ligne, les touristes perdus, reconnaissables avec leurs grands sacs qui auraient pu en contenir 5 autres. Célestin sentit le vent souffler le pan de sa veste. Les pickpockets aussi, murmura Célestin en tenant la poche de celle-ci. La jeune femme qui venait de le dépasser lui adressa un regard étonné. Il s'était dégagé d'un pas fluide pour éviter sa main à droite. Elle se permit tout de même un clin d'œil avant de détaler dans l'un des couloirs. Le portable de Célestin vibra de nouveau. Encore un message de Léo. Il lut le contenu et s'arrêta pourtant avant de finir sa lecture. Une jeune femme venait de passer et son parfum avait suffi à couper tous les autres sens de Célestin. Il fixa son dos. Elle portait un long manteau blanc de fourrure, une fourrure immaculée et qui paraissait douce au possible. Le poil animal contrastait avec la crinière noire de la jeune femme. Elle s'arrêta un bref instant et se tourna vers lui. Elle avait des yeux marron ombrés et un sourire cruel. Il n'y avait pas d'autre mot, pas d'autre moyen de le décrire. Son sourire, aussi surprenant puisse-t-il paraître, était de prime abord cruel, légèrement relevé en coin, laissant luire une seule de ses canines. Célestin le ressentit comme si elle en voulait à sa vie, comme si elle était l'enfant qui tenait la loupe et que lui était la fourmi. Elle se retourna et continua sa route comme si de rien n'était. Célestin fut ramené à la réalité par les vibrations de son portable. Il décrocha sans hésiter. Léo, pour la 100e fois aujourd'hui. Oui, je rentre bien à 18h30. Je sais, je suis pas idiot tout de même. Célestin laissa planer un long silence. Hé, c'est pas cool! Tu le méritais bien. Bon, qu'est-ce que tu voulais cette fois? Entendre le doux son de ta voix? Célestin raccrocha sans le moindre remords. Avec l'appel, il avait machinalement fait route vers le quai du métro. Il attendait patiemment de voir la bête mécanique arriver. D'un regard, il jaugea ceux qui attendaient avec lui. Il remarqua avec soulagement l'absence de la femme au manteau. D'un coup d'œil, il regarda l'heure affichée. Encore 3 minutes. D'un autre, il détailla les divers groupes qui s'étaient formés ici et là sur le quai. Il ne pouvait pas s'empêcher de trouver les gesticulations des lycéens amusantes.
Sa musique, qui s'accordait parfois avec les gestes d'un des garçons, rendait la situation cocasse. L'air nauséabond, qui mélangeait la désagréable odeur des corps en sueur et de la gomme chaude des freins, se fit soudainement plus fort. Les phares de la rame se mirent alors à luire dans l'embouchure obscure. Le bruit, le vent, la lumière servit d'électrochoc pour l'assembler. Et tous se pressèrent devant les baies de plastique du quai. La machine terrible se stoppa après un crissement, à faire fuir les chats sauvages. Dans une grande pression d'air, les portes s'ouvrirent et bientôt la bête de métal vomit sur le quai le fruit de ses entrailles. Les voyageurs s'extirpèrent tous de cette masse informe et bientôt, Célestin put s'asseoir. C'était une chance de pouvoir s'asseoir dans la bête de métal. Cette ligne était heureusement moins bondée que les autres. Il replaça son casque par réflexe pour être certain de ne pas entendre autre bruit que celui de sa musique. Sa bulle hermétique vérifiée, il se permit alors un vaste détail de ce qui l'entourait. Les jeunes qu'il avait observés plus tôt s'étaient tous rassemblés autour d'une barre de métal. Il remarqua aussi un homme d'affaires et une espèce rare, une lectrice. La jeune femme tenait du bout des doigts un livre. Il n'était pas bien épais, mais elle semblait plongée dans sa lecture. L'Hôte du temps, un drôle de titre. Célestin leva les yeux, las de ne pouvoir percer à jour tous les mystères du petit ouvrage. La liste des stations lui apparut. 7 arrêts, et il pourrait descendre. Sa musique préférée le happa quelques instants à la réalité, et il ferma les yeux le temps d'une station. La machine de métal fit soudain vibrer tout l'habitacle, et se stoppa abruptement. La secousse alarma Célestin qui ouvrit les yeux. Certains visages avaient disparu et d'autres étaient apparus. Il remarqua avec effroi la présence de la femme au manteau blanc. Elle surprit le regard que Célestin portait sur elle, et se permit alors un sourire qui se voulut charmeur, innocent et dangereux. La cruauté avait disparu, ce qui rendait ce sourire plus difficile à accepter pour Célestin. Par politesse, il rendit ce sourire. La situation initiale lui revint, et il dégagea une oreille de son casque pour pouvoir entendre les annonces. Mais celles-ci n'arrivèrent jamais. Il y avait bien le grésillement caractéristique de l'interphone, mais aucune voix. Seulement un bourdonnement, sourd et sombre. Célestin haussa les épaules, puis se remit son casque en place. Ce n'était pas étonnant et encore moins rare pour le métro parisien. Cependant, une musique plus tard, aucun signe de mouvement. La bête de métal, le monstre grinçant et ronronnant, ne bougeait pas. L'agitation commençait à se faire sentir. Le groupe de jeunes avait cessé de rire et observait avec une grande curiosité les sortes de veines glacées qui avaient atteint les bases des vitres de la rame. Célestin ne pouvait faire taire cet affreux pressentiment qui rôdait dans son cœur. C'était plus fort que lui. Quelque chose lui priait de se mettre sur ses gardes. Il observa son portable. Le réseau généralement ouvert et fluide dans le métro était bloqué. Il relut le dernier message de Léo. « J'espère que tu rentreras sans encombre. » Machinalement, son esprit souffla une réponse et ses doigts la tapèrent malgré l'absence de réseau. Moi aussi. L'agitation venait de faire place à la panique. Les gens venaient de se rendre compte du manque de réseau. Les jeunes s'étaient rapprochés les uns des autres comme pour faire front dans l'adversité. La jeune femme au livre leva les yeux au ciel et continua sa lecture. Le reste des voyageurs commençait lentement à se faire envahir par la panique. Soudain, une vieille dame aux cheveux grisonnants et à la peau noire, parcheminée par le temps, agita la tête en tous sens, comme pour chercher l'origine d'un bruit. Célestin, lui-même intrigué, enleva en partie son casque. Mais malgré cela, il ne distingua rien. Il rabattit entièrement son casque sur sa nuque, et soudain, son visage se figea. Son sang se stoppa. Il entendait, au loin, mais très distinctement, des bruits. C'étaient semblables à des cris, des gargouillis, et soudain, un grognement plus rauque, plus caverneux. Il déglutit tandis que l'agitation se transformait en panique générale. Certaines personnes tentèrent d'ouvrir les portes du wagon, mais en réponse à cela, les veines de glace se propagèrent plus vite et devinrent noires dans l'instant. Les vitres se teintaient toutes les unes après les autres, et la porte, qui avait légèrement bougé, sous la force, se figea totalement. La peur, la panique, tout cela était palpable. Célestin sentait son cœur battre dans ses tempes. Sa gorge s'était nouée, et le seul élément calme de la rame venait de se laisser emporter par l'affolement. La jeune femme au livre tentait des appels frénétiques avec son portable. C'est alors que Célestin remarqua qu'il s'était trompé sur une chose. Il y avait une autre personne qui n'était pas touchée par les événements. La femme au manteau blanc. Elle avait les jambes croisées, le regard interloqué, mais avait toujours son sourire. Célestin voulut se lever pour aller lui parler, espérant qu'elle ait des réponses, espérant que sa constance n'était pas une simple façade. Mais alors qu'il allait s'approcher, un cri puissant et plus proche se fit entendre.
Le wagon fut alors silencieux. Tout le chaos venait de se calmer au profit d'une accalmie étrange. Chaque passager écoutait, attendait, dans l'espoir que tout cela cesse. Brusquement, le wagon fut ballotté, ce qui valut alors un soupir de soulagement de quelques personnes, qui fut bientôt chassé par une peur plus profonde. Le wagon n'était pas reparti. Quelque chose l'avait fait bouger. Et à cela, bientôt le bruit de l'acier contre l'acier se fit entendre. Sur le toit du wagon, des pas résonnèrent à leur tour. Célestin se leva et soudain la secousse fut plus grande, plus brutale, et le renvoya dans son siège. La peur ne tétanisa pas les plus jeunes, qui tentèrent de briser les vitres, mais celles-ci étaient devenues imperméables à toute attaque. Les coups ne laissèrent résonner que des bruits sourds et ne laissaient pas entrevoir le moindre signe de fracture. Contre toute attente, une vitre vola à l'éclat, et alors que les jeunes se précipitèrent vers elle, un nouveau cri d'effroi se fit entendre, et une griffe étrange et difforme émergea depuis l'obscurité du tunnel. Soudain, toutes les vitres se brisèrent, et la panique exulta de toute sa grandeur. Les cris, les pleurs, la peur, et bientôt l'odeur de l'urine chaude envahit tout l'habitacle. Célestin ne regardait rien de tout cela. Il fixait de ses yeux la femme en face de lui. Il ne regardait pas les monstres qui venaient d'envahir le wagon. Il savait que s'il la quittait des yeux, sa vie s'achèverait. La femme au manteau soutenait son regard avec amusement. Bientôt, le silence plana dans le wagon. Célestin déglutit doucement, et la femme lui fit un signe de tête pour qu'il regarde sur le côté. Il accepta et tourna la tête vers la Seine. Les voyageurs étaient figés dans des positions étranges et effrayantes. Leur peau s'était transformée en du marbre blanc. Et à leurs pieds, des végétaux commençaient à fleurir. Mais malgré l'étrange calme de la Seine, l'odeur de la peur était encore omniprésente. Célestin tourna le regard vers la jeune femme. Les créatures noires et difformes étaient à ses pieds, agenouillées dans l'attente du moindre de ses mouvements. D'une voix hybride, presque mécanique, mais surtout inhumaine, ils parlèrent d'un souffle. « Madame ». La femme sourit de nouveau. Elle posa une main sur la créature et celle-ci se releva pour libérer le passage. La femme se leva et fit quelques pas. Elle était gracieuse, autant que dangereuse. Son parfum floral remplaça bientôt toutes les odeurs du wagon. Elle se plaça devant Célestin, qui s'était recroquevillé dans son siège. Il paraissait incroyablement frêle, et le peu de courage qu'il avait ne lui permettait pas d'arrêter ses tremblements. « Qu'est-ce, une vieille dame ?» Elle avait répondu à la question sans laisser le temps de finir à Célestin. Il écarquilla les yeux comme si cette situation était plus étrange que tout ce qui venait d'arriver. « Je ne suis pas cruel. Je me suis juste réveillé d'un long sommeil. Il est normal de chasser hors de son temps les opportunistes ?» Célestin observa tous les innocents autour de lui. La vieille dame qui s'était figée dans un signe de croix, ou encore la jeune femme au livre qui, malgré sa peau de marbre, laissait voir ses larmes. Il ne voyait là aucun opportuniste. « Mais tu voudrais offrir quelque chose pour leurs âmes ?» Célestin acquiesça, timidement, et la dame fit alors un grand sourire, un gigantesque sourire. Elle tendit une main, une seule offre, une seule chance. Célestin regarda le wagon. Il laissa son portable sur le siège et tendit une main vers la dame. « Comment dois-je vous appeler ?»« Madame. Ce sera très bien pour le moment. » Leurs mains s'unirent dans un contrat nouveau, et soudain, la trame reprit sa route. Les voyageurs perdirent leur peau de marbre, et ils ne remarquèrent pas l'absence de deux des passagers. Il ne resta qu'un portable abandonné sur un siège, qui vibra dans l'attente de son propriétaire.